Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e séance de ce cycle de cours intitulé La méthode des éléments finis. Je vous rappelle qu'au cours de notre dernière rencontre, nous avions mis en œuvre intégralement la méthode des éléments finis dans le cadre d'éléments finis P1, c'est-à-dire approcher des solutions d'équations aux dérivées partielles à l'aide de polynômes de degré inférieur ou égal à 1 dans le couple de la variable xy, puisque nous sommes dans le plan dans nos investigations pour mener assez facilement les calculs comme vous l'avez vu. Et donc à l'aide de ces approximations de degré inférieur ou égal à 1 par rapport au couple xy, dont je vais rappeler d'ailleurs tout de suite pour vous rafraîchir la mémoire en quoi cela consiste, nous avions mis en œuvre intégralement la méthode des éléments finis dans le cadre du problème du Laplacien avec conditions aux limites mixtes de Neumann et Dirichlet. Aujourd'hui, nous allons généraliser, nous allons surclasser cette première couche d'approximation du premier ordre, encore une fois à l'aide de ces polynômes de degré inférieur ou égal à 1, en considérant des éléments finis triangulaires du second ordre. C'est pour tout de suite. Éléments finis triangulaires du second ordre. Alors, c'est une démarche assez naturelle que de vouloir comment dirais-je, enrichir le niveau d'approximation sans pour autant que nous ayons déjà vu, comme vous l'avez constaté, dans le cadre de nos investigations, pour ne pas dire de nos explorations véritables, nous n'avons pas encore abordé la notion de précision, d'erreur d'approximation. C'est pour très bientôt, ça c'était pour le teasing. Alors, pourquoi augmenter l'ordre? Encore une fois, intuitivement, on se dit que si une courbe est approchée par une fonction affine, évidemment, son approximation à l'aide d'une parabole devrait susciter une meilleure approximation, ce qui est bien naturel. Encore faut-il l'établir de manière, comment dirais-je, propre, et c'est ce que nous verrons prochainement. Alors, je vous rappelle qu'on a considéré les éléments finis du premier ordre sur un triangle K, c'est-à-dire on a considéré géométriquement un triangle dans le plan A1, A2 et A3. Et dans ce triangle K, nous avons défini des fonctions qu'on appelle des fonctions P1 par triangle, évidemment. Ce sont des fonctions qui vont donc de K à valeur dans R, et qui s'écrivent tout simplement U de xy égale AX plus BY plus C, avec A, B, C, trois paramètres qui évidemment changent pour définir toute cette gamme de fonctions, on va dire, affines au sens des fonctions à deux variables, ou des polynômes de degré inférieur ou égal à 1 par rapport au couple de variables x, y. Je vous rappelle d'ailleurs que le degré, je vais l'écrire ici, le degré d'un monôme xn, ym, donc ça c'est un monôme dans le cadre de fonctions polynomiales à deux variables, c'est n plus m. Autrement dit, si on dit que degré des polynômes p appartenant à P1 de K est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que m plus n est inférieur ou égal à 1. Donc vous prenez évidemment m égale n égale 0, c'est bien inférieur ou égal à 1, vous prenez m ou n égale 1 et l'autre égale à 0, et puis c'est tout, parce que ensuite, dès que vous montez m et n égale 1, ça va donner 2. Donc vous avez effectivement que des monômes de la sorte pour des fonctions qui appartiennent à P1 de K, donc des fonctions dont le degré polynomial est inférieur ou égal à 1, au sens où je viens de vous rappeler ici le calcul ou la définition même du degré d'un polynôme générique à deux variables de la forme x puissance n, y puissance n. Alors, dans le cadre donc de cette première, j'ai envie de dire, cartouche d'approximation, on a défini trois éléments fondamentaux qui finalement définissent ce qu'on appelle un élément fini. Comme on le verra la prochaine fois avec ce qu'on appelle les éléments finis de Lagrange d'une manière plus générique et les erreurs d'approximation de la solution qui en résultent de manière extrêmement précise. Alors, effectivement, on a défini, vous voyez ici, K d'abord qui est le triangle. Donc, c'est une géométrie qu'on se définit, le triangle A1,
A2 et A3. Et on définit des nœuds. Alors les nœuds, on les appelle l'ensemble sigma. Ce sont les nœuds d'interpolation en quelque sorte qui vont permettre à définir une fonction dans P1 de K en fonction de ses valeurs en A1, A2, A3. Je vous renvoie au cours que j'ai fait assez détaillé sur la question. Donc les nœuds ici, on les note comme ça, A1, A2, A3. Et je précise ces notations par rapport à ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir des éléments finis triangulaire, donc encore avec une maille élémentaire triangulaire, mais avec un surclassement au niveau du degré de ces polynômes d'approximation. Et puis le troisième élément dans cette définition, ce qu'on appelle P d'une manière générique, est l'espace d'approximation qui va permettre de qualifier de manière précise les approximations d'une solution d'un problème aux dérivées partielles. Alors ici, par maille, c'était P1 de K, dont j'ai rappelé la définition. Donc on a ces trois éléments, et ça c'est pour un élément fini P1. Alors maintenant, si je veux passer à des éléments finis du second ordre, il va falloir que je reprenne ces trois notions et que je regarde ce qui va être modifié en conséquence. Pour la géométrie, vous voyez, il s'agit d'éléments finis triangulaires. Effectivement, j'aurais pu, on verra par la suite aussi, des éléments finis dont la géométrie, dont la maille qui constitue le socle en quelque sorte de ce réseau au sein duquel les approximations vont être construites par maille, ici par triangle, comme on l'a vu encore une fois la dernière fois. On pourrait le faire sur des carrés, sur des rectangles, ou ce que l'on appelle aussi d'ailleurs des triangles courbes, si vous voulez, pour épouser de manière plus précise le contour et la forme géométrique du domaine oméga au sein duquel l'approximation, la solution exacte doit vivre et donc l'approximation que l'on cherche à construire. Donc ici, il s'agit de la définition d'un rappel d'éléments finis P1 avec ces approximations de cette forme AX plus BY plus C. Et vous voyez que j'ai ici structuré, pour tendre vers ce que nous verrons la prochaine fois, ce qu'on appelle la définition d'un élément fini de Lagrange, c'est-à-dire ces trois notions indispensables, une géométrie, des nœuds et une qualification de la nature des approximations sur chaque triangle qui constitue, ou sur chaque maille géométrique qui constitue le réseau du maillage total du domaine oméga sur lequel vous voulez résoudre une équation de dérivée partielle, des conditions limites, etc. Vous connaissez. Donc ici, pour généraliser, il va falloir repréciser ces trois éléments. Alors le premier, on va considérer toujours des éléments finis triangulaires, donc la maille géométriquement élémentaire ne va pas changer. C'est, comme je le disais tout à l'heure, A1, A2, A3. Et puis les sommets, les nœuds qui vont être considérés vont être en rapport avec le dernier élément à définir, à savoir ce que l'on va noter P2 de K. Alors pour l'instant, je laisse sigma en blanc et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors P2 de K. P2 de K, c'est ni plus ni moins l'ensemble des fonctions qui vont toujours de K dans R. On pourrait les appeler P parce que ce sont des polynômes, si vous voulez, mais ça ne change rien à notre histoire. Alors, on veut maintenant, selon la définition que je vais effacer, mais que je vous ai rappelé il y a un instant, le degré de xn, ym, c'est n plus m. Et on veut maintenant que les degrés des polynômes, des monômes, soient inférieurs ou égaux à 2. Donc vous allez avoir n égale 2 et m égale 0. Puis vous allez avoir évidemment le complémentaire, le symétrique en y, n égale 0, m égale 2. Et puis vous allez avoir un m égale n égale 1. Donc vous allez avoir 1 plus 1, 2, on est bien inférieur ou égal à 2, hein, vous comprenez comment je constitue l'histoire. Et puis vous avez la suite, vous allez avoir plus dx plus ey plus f. Voilà comment s'écrit un polynôme ou une fonction, mais c'est un polynôme, de P2 de K. Ce qui veut dire tout de suite que vous pouvez, en fonction de vos connaissances en algèbre linéaire, la dimension de P2 de K est 6. Alors qu'on avait la dimension de P1 de K qui était égale à 3, comme vous le voyez. Donc, il est illusoire de vouloir conserver ce cadre avec ces trois nœuds pour définir de manière complète
n'importe quel polynôme de P de 2K qui s'écrirait sous cette forme-là. Vous auriez 6 constantes à déterminer et on n'aurait que 3 conditions. C'est la raison pour laquelle, donc, la géométrie, si je reprends un triangle, toujours avec A1, voilà le triangle K, A1, A2 et A3, il me faut plus que 3 valeurs en ces 3 nœuds qui définissent naturellement le triangle. Eh bien, on va considérer, il faut 3 autres nœuds. Et donc, on pourrait considérer n'importe quel autre nœud supplémentaire qui permettrait de compléter ces 3 premiers nœuds naturels. Et le choix le plus simple, c'est de prendre les milieux de chacun des segments qui définissent le contour du triangle K. Donc, si vous prenez le triangle K de cette manière-là, le nœud milieu, on va l'appeler entre A1 et A2, on va l'appeler très naturellement A12, on pourrait l'appeler comme vous voulez. Hein. Ici, on va l'appeler A23, et ici, on va l'appeler A13. Donc ici, je vais le respécifier. Donc, c'est A1, A2, A3, A12, A13, A23. Voilà. Eh bien, avec ce cadre-là, on va montrer si les 6 valeurs d'une fonction de P de 2K étaient connues en ces 6 nœuds. Eh bien, montrons que la fonction qui appartient à un P de 2K est définie partout et connue, et il n'y en a qu'une seule qui prendrait 6 valeurs aux 6 nœuds que l'on vient d'introduire dans cette maille élémentaire grand K. Je vais l'écrire maintenant plus précisément. Montrons que les 6 valeurs d'une fonction petit u appartenant à P de 2K. Donc ça veut dire U en A1, U en A2, U en A3, U en A2, A1,3 et U en A2,3. Imaginons qu'on connaisse ces 6 valeurs. Est-ce qu'on connaît U de manière totale partout? Est-ce qu'on connaît finalement les 6 constantes A, B, C, D, E et F qui caractérisent une fonction dans P de 2K? Donc montrons que les 6 valeurs d'une fonction U appartenant à P de 2K définissent ces 6 valeurs, les 6 valeurs définissent de manière unique petit u dans P de 2K. Et si cette propriété a lieu, on dira que sigma, l'ensemble de ces 6 nœuds considérés, est P, c'est-à-dire P, dans notre cas c'est P de 2K, et P unisolvant. C'est ce que l'on appelle l'unisolvance. Qu'est-ce que c'est que l'unisolvance? C'est le fait de garantir que les valeurs au nœud d'un élément de, ici P de 2K, eh bien, définissent, fixent de manière unique une et une seule fonction dans P de 2K. Alors, pour voir cela, eh bien, on va construire l'équivalent de ce que nous avions vu pour P1 de K. Regardez, revenez là-dessus, mais vous allez retrouver très rapidement de quoi il en retourne. Nous allons construire maintenant les fonctions de base de P2 de K. Construction des fonctions de base, ou j'ai même envie de dire de la base canonique. Je vous rappellerai tout à l'heure pourquoi on appelle la base canonique de P2 de K. P2 de K est un espace vectoriel de dimension 6. Il y a une infinité de bases. Chaque élément, chaque base de P2 de K est constituée de 6 fonctions. Eh bien, nous allons construire les fonctions de base qui vont être ce qu'on appelle les fonctions de la base canonique. Je vous rappelle que dans toutes ces infinités de bases possibles qu'on peut construire dans P2 de K, une base très simple que vous avez vue en algèbre linéaire, évidemment, ce sont les 6 fonctions x2, y2, xy, x, puis y et puis 1. Ces 6 éléments, on peut montrer qu'ils constituent une base de P2 de K. Ça, je ne vous le fais pas dire et je ne veux pas le considérer. Parce que
ce n'est pas la bonne base par rapport aux propriétés d'éléments finis qui nous intéressent. On a besoin de ce qu'on appelle la base canonique. Alors, je vous rappelle que ce qui fait la spécificité unique de ces, j'ai presque envie de dire de la singularité de cette base canonique, c'est une collection de vecteurs, on parle de base, donc c'est une collection de vecteurs, de polynômes ici, tels que chacun de ces polynômes va être caractéristique d'un point, d'un nœud de ces 6 nœuds. Autrement dit, il va y avoir une fonction de base qui vaudra 1 en A1 et 0 aux 5 autres nœuds. Il y aura une fonction de base qui vaudra 1 en A1,3 et qui vaudra 0 aux 5 autres nœuds. Et si vous aviez assimilé ce que j'ai démontré en long, en large et en travers pour les éléments finis P1, c'est cette propriété, et on va le revoir tout à l'heure, qui va garantir le fait de cette unisolvance, c'est-à-dire qu'une fois que les 6 valeurs sont fixées de la fonction petit u au nœud A1, A2, A3, A12, A23, A13, eh bien le polynôme sera complètement déterminé parce qu'il va s'écrire en fonction de cette base canonique et les coefficients dans le développement, dans la combinaison linéaire dans cette base de n'importe quelle fonction seront les 6 valeurs au nœud. Je vous renvoie à ce qu'on va montrer de manière plus précise dans un instant. Alors, je vais constituer la fonction de base qui va être caractéristique du nœud A1. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va appeler P1 le polynôme qui va être caractéristique du nœud A1, c'est-à-dire P1 en A1 égale 1, et il vaut 0 aux 5 autres nœuds. C'est bien ça, cette caractérisation dont je vous parlais il y a un instant. Alors, on va maintenant, grâce à cette définition du polynôme A1, eh bien, on va l'expliciter analytiquement. Vous allez me dire, ah bon, une fonction à 2 variables avec ces 6 conditions et la forme générale qui est là, comment allons-nous y arriver? Eh bien, vous allez voir, nous allons y arriver. Eh bien, pour expliciter le polynôme P1, je vous fais un petit rappel. Rappelez-vous qu'on a introduit les fonctions barycentriques lambda i, telles que lambda i en AJ égale delta ij, avec lambda i pour i égale 1, 2, 3, qui appartient à P1 de K. Des polynômes de la forme ax plus by plus c, donc P1, qui valaient 1 en chacun des nœuds A1 ou A2 ou A3, selon qu'on considère lambda 1, lambda 2, lambda 3, et 0 aux 2 autres nœuds cette fois-ci, puisqu'on n'avait que les polynômes de degré inférieur ou égal à 1, à savoir on n'avait pas les nœuds médians A12, A13 et A23. Ça, je vous renvoie au cours précédent, au cours au pluriel précédent, où on avait introduit ces fonctions barycentriques. Alors regardez bien, si je veux écrire le polynôme P1, je veux l'écrire grâce à ces fonctions barycentriques. Pourquoi? Bien parce que sur le segment qui se trouve ici A2, A3, eh bien P1 est nul en A2, P1 est nul en A3, P1 est nul aussi en A2, 3. Or, une fonction qui est nulle en A2, en A2, 3 et en A3, c'est la fonction lambda 1. Autrement dit, si je constitue le polynôme P1 en mettant lambda 1 en facteur, évidemment, quand lambda 1 vaudra 0, P1 vaudra 0. Mais qu'est-ce que ça veut dire que lambda 1 égale 0? Ça veut dire que je me situe sur ce segment A2, A3. Donc, en particulier, P1 sera bien nul en A2, en A2, 3 et en A3. De la même manière, P1 est nul en A1, 2 et en A1, 3. P1 est nul en A1, 2 et en A1, 3. Mais en A1, 2 et en A1, 3, qu'est-ce qui se passe pour le polynôme lambda 1? Eh bien, lambda 1 vaut 1,5, puisque lambda 1 vaut 1 en A1, il vaut 0, rappelez-vous, en A2 et en A3 et sur tout le segment A2, A3, et c'est une fonction affine. Donc, à mi-parcours, entre 0 et 1, la fonction vaut 1,5. C'est assez simple à comprendre. Je répète, lambda 1 vaut 1 en A1, lambda 1 vaut 0 en A2 et en A3 et vaut 0 sur tout le segment A2, A3. Eh bien, si vous voulez, sur la droite qui relie les points A12 à A13, on est à lambda 1 égale 1,5, puisqu'on a une fonction affine, une fonction de la forme ax plus by plus c, qui part de 0 et qui arrive à 1. À mi-parcours, elle vaut donc 1,5, évidemment. Ce qui veut dire que si je mets dans le polynôme P1 une factorisation de la forme lambda 1 moins 1,5, quand lambda 1 vaudra 1,5, c'est-à-dire sur
cette droite où A12 et A13 sont parties prenantes, et bien évidemment, en A12 et en A13, lambda 1 étant égal à 1,5, donc le polynôme P1 vaudra aussi 0. Et donc, avec ce produit de ces deux facteurs, je garantis, grâce aux propriétés de la fonction barycentrique lambda 1, que mon polynôme P1 est nul aux 5 autres nœuds. Je garantis bien plus, mais c'est ce que je dois ici garantir, comme vous l'avez vu. Alors maintenant, il faut que je vois, d'une part, est-ce que le polynôme P1 a bien une structure d'éléments finis P2, c'est-à-dire une fonction de la forme ax2 plus by2 plus cxy plus dx plus ey plus f, et puis, c'est-à-dire un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, quoi. Et puis, est-ce que P1 en 1 vaut 1? Alors, P1 en 1, je ne sais pas combien ça vaut, mais je vais mettre une constante ici, appelons-la alpha, qu'on va ajuster justement pour que P1 en 1 vale 1. Donc P1 en 1, ça vaut combien? On a dit qu'on veut que ça vale 1. Et en même temps, ici, c'est alpha fois lambda 1 en 1, c'est 1. Et lambda 1 en 1, c'est toujours 1, moins 1,5, donc fois 1,5. Hein, écrivons le tout pour garder la trace de ce que je suis en train de faire. Donc en fait, vous avez à ce moment-là, hein, vous voyez, c'est un petit calcul assez simple, vous avez donc 1,5 fois 1, donc vous avez en fait alpha égale 2. Autrement dit, P1, si je l'écris 2 fois lambda 1 fois lambda 1 moins 1,5, avec un peu de cosmétique en réduisant au même dénominateur et en simplifiant par 2, on va avoir lambda 1 fois 2 lambda 1 moins 1. Voilà. Bilan des courses, si j'écris ici ce que vaut le polynôme P1 sous cette forme, on a donc P1 qui vaut lambda 1 fois 2 lambda 1 moins 1. Alors, avec cette structure, je répète, quand lambda 1 vaut 0, c'est-à-dire sur ce segment-là, en particulier sur ces 3 nœuds, P1 vaut 0, puisque lambda 1 égale 0. En ces deux nœuds, on est dans le cadre de lambda 1 égale 1,5, évidemment, qui est toute la droite qui passe ici par ces deux nœuds A12 et A13. Donc, en A12, en A13, lambda 1 égale 1,5, et quand lambda 1 vaut 1,5, P1 vaut aussi 0. Et on a ajusté ici la constante alpha, de sorte que en A1, écoutez, en A1, lambda 1 vaut 1, vous voyez bien que vous avez 1, et puis ici vous avez 2 fois 1 moins 1, ça fait bien 1. Donc le polynôme vérifie bien les 6 conditions aux 6 nœuds. Et en plus, il appartient bien à P2 de K, évidemment. Il faut vérifier qu'au niveau structure, je l'évoquais tout à l'heure, on a bien un polynôme qui est de degré inférieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que tout simplement lambda 1 est de degré inférieur ou égal à 1. Et 2 lambda 1 moins 1 est un polynôme de degré aussi inférieur ou égal à 1. Le produit est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc vous voyez que grâce à ces fonctions barycentriques, on a la capacité d'exprimer analytiquement d'une certaine manière l'expression de ces polynômes. Parce que du coup, je vais dire par symétrie, j'ai P2, en faisant le même raisonnement, je vais trouver que c'est lambda 2 de lambda 2 moins 1, ça vous n'allez pas souffrir pour le comprendre, et P3, et c'est ni plus ni moins lambda 3 de lambda 3 moins 1. Est-ce qu'avec un même raisonnement, et à l'aide des fonctions barycentriques, je peux maintenant écrire l'expression des polynômes caractéristiques des nœuds A12, A13 et A23? Évidemment, ça va être le cas, c'est pour tout de suite. Alors regardons maintenant le polynôme P12. P12, qu'est-ce qui se passe en P12? Ici, donc on va être en ce point-là, hein, et on veut que le polynôme soit nul aux 5 autres nœuds et qu'il vale 1 en A12. Alors, ça veut dire que P12 est nul en ces 3 nœuds. Mais en ces 3 nœuds, qu'est-ce qu'on a en fait? On est sur, à l'aide des fonctions barycentriques, on est, rappelez-vous, sur la droite qui correspond à lambda 2 égale 0, puisque lambda 2 égale 1, c'est au point A2. Lambda 2 égale 1, c'est en A2. Et puis, lambda 2 vaut 0 en 1, 0 en A3. Et on avait démontré, du coup, très simplement, que lambda 2 était nul sur tout le segment A1, A3. Autrement dit, si je factorise par lambda 2, dans l'expression de P12, eh bien, je garantis que P12 sera bien nul en A1, A13 et A3, puisque lambda 2 égale 0 en ces nœuds. Même cause, mêmes effets. P12 doit être nul ici, sur ces 3 nœuds. Mais ces 3 nœuds correspondent ni plus ni moins à
lambda 1 égale 0. On vient de l'utiliser il y a un instant. Donc, à partir du moment où c'est lambda 1 égale 0, je vais dire que c'est lambda 1 fois lambda 2. Ce produit-là, il appartient de nouveau à P2K et elle garantit bien, par les propriétés de lambda 1 et de lambda 2, que P12 est nul aux 5 autres nœuds, hormis le nœud A12. Et en A12, on doit garantir que P12 vaut 1 cette fois-ci, puisque c'est le polynôme caractéristique. Rebolote, c'est le polynôme caractéristique de ce nœud, donc je mets un coefficient alpha et on va l'ajuster. Qu'est-ce qui se passe pour P12 en A12? On veut que ça vale 1. Et en même temps, alors ça vaut alpha fois, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lambda 1 en 1,2, on l'a déjà dit, il vaut 1,5. Donc, lambda 1 vaut 1,5. Et lambda 2, ben, lambda 2, la fonction qui vaut ici 1 et qui vaut ici 0, quand vous arrivez en 1,2, vous êtes à mi-parcours, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, et donc ça vaut aussi 1,5. Et donc, vous obtenez que alpha égale 4, d'où P12 vaut ni plus ni moins 4 lambda 1, lambda 2. Et de même, hein, évidemment, par symétrie, de même, eh bien, vous allez avoir que P1, 3, ça va être égal à 4 lambda 1, lambda 3, et P2, 3, ça va être égal à 4 lambda 2, lambda 3. Donc, on a maintenant l'écriture en fonction des fonctions barycentriques de ces 6 candidats à satisfaire la propriété de base canonique. Pour l'instant, on est dans la dimension canonique, il faut montrer encore que c'est une base, mais on a cette spécificité de poids en un nœud, donc de caractérisation en un nœud, et puis de rien d'autre ailleurs, quoi. La mer est calme, le drapeau est vert. C'est véritablement des fonctions spécifiques, caractéristiques de chacun des 6 nœuds. Alors, qu'est-ce que l'on a grâce à cela? Ben, regardez, ça va aller tout seul, grâce à cette propriété, justement, de, j'ai envie de dire, je ne sais pas si le mot existe, on va appeler ça la canonicité, si vous voulez, cette propriété de valoir 1 en chacun des nœuds et 0 ailleurs. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est, je vais prendre ces 6 candidats, j'en ai effacé une partie pour pouvoir travailler. Donc, vous avez l'expression de P1, P2, P3, hein, et puis voilà, P1, 2, P1, 3 et P2, 3. Et montrons que P1, P2, P3, P1, 2, P1, 3, P2, 3 est une base de P2 de K. Mais P2 de K, on avait vu tout à l'heure, c'est plus écrit au tableau, on a vu que la dimension de P2 de K, c'est 6. Et nous avons ici, évidemment, une collection de 6 polynômes, de 6 vecteurs. Donc, il suffit de montrer que la famille de ces 6 vecteurs, est libre. Est-ce que la famille est libre? Grâce au fait, prenons en considération que la dimension de P2 de K est égale à 6, parce que si elle est libre dans un espace vecteur de dimension 6, elle est génératrice et l'affaire est entendue. Eh bien donc, on va dire soit alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 1, 2, alpha 1, 3, alpha 2, 3, appartenant à R puissance 6, 6 coefficients. Je leur ai donné une petite teinture pour se souvenir, pour leur donner, j'ai envie de dire, une proximité naturelle avec chacun des vecteurs de ma collection, hein, pour constituer eh bien, la combinaison linéaire alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 plus alpha 1 2 P1 2 plus alpha 1 3 P1 3 plus alpha 2 3 P2 3. Et je considère cette combinaison linéaire nulle. Et je veux montrer que tous les coefficients sont identiquement nuls. Alors vous voyez, je vais le faire beaucoup plus rapidement, mais je vous renvoie, c'est exactement la même structure que ce qu'on avait vu en élément fini P1. Ça, c'est une équation, c'est une combinaison linéaire de vecteurs pour l'instant. Mais si c'est une combinaison linéaire de vecteurs, ça, c'est le 0 de P2 de K. Donc ça, c'est une écriture fonctionnelle dans P2, c'est une égalité dans P2 de K.
je vous renvoie à cette identification structurelle fondamentale. À partir du moment où j'ai une écriture fonctionnelle, donc puisque polynomiale, eh bien si ça c'est vrai, en termes d'égalité fonctionnelle, ça veut dire qu'en tout point dans K, cette égalité doit avoir lieu. C'est-à-dire, eh bien, alpha 1, P1 de M, plus alpha 2, P2 de M, plus alpha 3, P3 de M, plus alpha 1, 2. Il ne faut pas avoir la flemme de tout écrire. Écrivons. P1, 2 de M, plus alpha 1, 3 de P1, 3 de M, et puis plus alpha 2, 3 de P2, 3 de M, égale 0. Évidemment. Égale 0 de P2 de K en M. Je vais l'écrire. Égale le 0 de P2 de K, le polynôme nul, en M. Oui, mais le 0 de P2 de K en M, c'est égal à 0, quel que soit M appartenant à K. Et ça, le 0 qui est ici, ce n'est plus le 0 fonctionnel, évidemment. On agit avec les polynômes en un point, et donc ça, c'est le 0, ça, c'est une écriture dans R. Ça, c'est le 0 réel, on devrait le mettre comme ça. J'en fais un peu trop volontairement. En général, le 0 de R, on le note 0, mais c'est le seul, parce qu'il n'y a pas de doute. Convention, quand on n'écrit rien, c'est le 0 réel en général. Et donc, vous voyez, ça c'est vrai, quel que soit M dans le cas, parce que c'est l'écriture fonctionnelle qui me permet d'obtenir cette égalité, cette famille d'égalité, puisque quel que soit M dans le cas, j'ai un nombre infini de points M dans le cas, pour n'importe quel point M dans le cas, j'ai forcément cette égalité si la combinaison linéaire de ces 6 polynômes est nulle. Alors vous voyez, en M égale à I, pour I égale 1, 2 ou 3, quel que soit le point A1, A2, A3. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici, en A1, P1 de A1 vaut 1, et les autres polynômes valent 0, c'est leur propriété. Donc ça va me donner alpha 1 égale 0. Et même chose, en M égale A2, ben P1 de A2 vaut 0, mais P2 de A2 vaut 1, et les autres encore sont nuls. Donc on va avoir alpha 2 égale 0, etc. Donc on va avoir, en M égale à I, on va obtenir, eh bien, alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0. Et vous avez compris, il va falloir prendre maintenant en M égale A, K, L, avec KL qui s'écrit, eh bien, 1, 2, 1, 3, 1, 3 ou 2, 3. Qu'est-ce qui va se passer? Prenez 1, 2, P1 de A1, 2, 0. P2 de 1, 2, 0. P3 de 1, 2, 0. P1, 2 de 1, 2. Ah, ça vaut 1. Et puis là, P1, 3 de 1, 2. P2, 3 de 1, 2, 0 par construction. Donc on va avoir alpha KL, puisque là, j'ai pris l'exemple avec A1, 2. Donc on va avoir alpha 1, 2 égale 0. On va avoir alpha KL égale à 0. Donc on va avoir les 3 coefficients de la forme alpha KL, alpha 1, 2, alpha 1, 3, alpha 2, 3, nuls. Et on a ici les 3 premiers qui sont nuls, ce qui veut dire que la famille est libre. Donc ça, plus ça, ça me dit que la famille est libre. Donc, une base dans P2 de K qui est de dimension 6. Et c'est ce qu'on appelle la base canonique. Alors pourquoi? Ça y est, on a une base, on a 6 polynômes. Tout va bien, écrivons que c'est une base. On a vu que c'était libre, on n'a pas besoin de montrer que c'est générateur, mais écrivons que c'est générateur. Ça veut dire que quel que soit U appartenant à P2 de K, eh bien, U est combinaison linéaire de ces 6 polynômes. Donc, on va dire que U, c'est sigma D, on va appeler UI, PI, pour I égale 1 à 3, ça c'est facile à écrire en rassemblé, puis je vais avoir plus U12, P12, plus U13, P13, plus U23, P23, plus U23,
P de 3. Ça, c'est clair. Alors, regardez maintenant, encore une fois, c'est la capitalisation pour ceux qui, parmi vous, véritablement absorbent la matière que je vous propose au fil des semaines. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? De nouveau, ça, c'est une écriture fonctionnelle, polynomiale. Donc, c'est une écriture dans P2 de K. Mais si elle a lieu dans P2 de K, ça veut dire qu'en tout point M, eh bien, cette égalité a lieu. On pourrait écrire donc que quel que soit M appartenant à K, eh bien, U de M, c'est sigma pour I égale 1 à 3 de UI PI de M, plus, évidemment, on le réécrit, U12 P12 de M, plus U13 P13 de M, et puis plus U23 P23 de M. Et vous me voyez venir, évidemment, c'est exactement comme pour les éléments finis P1. Maintenant, je vais écrire que cette égalité est conséquente, cette égalité conséquente maintenant de la propriété de famille génératrice, comme conséquence de la famille libre, qui est une famille donc génératrice, puisque dans un espace dimension 6, je ne reviens plus, j'ai de nouveau à ma disposition cette écriture-là. Pourquoi je la valorise, cette écriture-là? Parce que de nouveau, comme je l'ai fait pour la démonstration de la famille libre, eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque je choisis les points M respectivement égales à A1, puis à A2, puis à A3, etc., A12, A23, A13? Eh bien, comme tout à l'heure, je vais montrer très simplement avec ça. Eh bien, donc, prenons M égale, alors, AJ. Pour J égale 1, 2 ou 3. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, vous voyez que par les propriétés des polynômes, donc de cette base canonique, vous allez avoir PI de AJ. Mais PI de AJ vaut uniquement 1 quand I égale J. Ah oui. Et puis ici, P12 de AI, P13 de AI et P23 de AI, c'est nul. Évidemment, on n'est pas dans les nœuds A12, A13, A23. On va trouver donc que le UJ correspondant, eh bien, c'est U en AJ. C'est-à-dire, comme je le disais déjà, c'est l'interprétation de cette base canonique dans laquelle la combinaison linéaire a des coefficients, présente des coefficients qui s'interprètent très précisément. Ces coefficients dans la combinaison linéaire que j'ai noté U1, U12, etc., ce sont ni plus ni moins les valeurs au nœud de la fonction que l'on développe dans cette base. Ah oui. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous prenez la base 1, x, x, y, x, y, xy, x2 et y2. Les coefficients, ce sont des nombres qui n'ont pas d'interprétation relative à la fonction qui est développée dans cette base, ce qui n'est pas le cas ici. Et de la même manière, si on prend M égale AKL, l'un des trois nœuds A12, A13, A23, eh bien vous allez démontrer que UKL, le U12, le U13, le U23, c'est ni plus ni moins U en AKL. Autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, d'une part, que cette base permet de développer n'importe quel vecteur de P de 2K dans cette base. Mais les coefficients dans cette combinaison linéaire de n'importe quelle fonction de P2 de K ne sont ni plus ni moins ces coefficients dans cette combinaison linéaire que les valeurs de la fonction à développer au sineux. Donc je vais le réécrire pour terminer et enfoncer le clou jusqu'au bout. On a donc que quel que soit U appartenant à P2 de K, et quel que soit M appartenant à K, eh bien, je vais réécrire cette égalité, mais en spécifiant les coefficients ici qui sont dans la combinaison linéaire, là, là, et là, et là, à partir de ce qui a été trouvé ici. D'accord? À partir de ce qui a été trouvé ici. On a donc U de M qui vaut U1, U1. U1, mais U1, c'est U en A1. Quoi? Fois P1 de M. Plus U2, c'est-à-dire U en A2, toujours P2 de M. Plus U en A3, U3, hein, ça c'est la propriété qui est là, encore une fois. P3
en M, plus U12, mais U12 c'est U en A12, P12 en M. Vous voyez par symétrie, on va trouver évidemment plus U en A13, P13 en M, et puis plus U en A23, P23 en M. Voilà, là j'ai volontairement tout écrit, même si pour certains c'est surabondant, parce qu'on a le résultat depuis bien longtemps et on peut dire ça fonctionne. Voilà ce que l'on a pour tout point M dans K, pour tout élément de P2 de K. Regardons ce que cela veut dire. Eh bien, ça veut dire que la valeur, de mon polynôme, puisque c'est un polynôme U, il est dans P2 de K, en n'importe quel point M est complètement déterminé par les 6 valeurs. Le polynôme est complètement déterminé par les 6 valeurs de ce polynôme-là, U, au sineux. A1, A2, A3, A1, A2, A2, A1, 3. Autrement dit, c'est ce qu'on a appelé, ça veut dire que sigma, l'ensemble de ces sineux, est P ou P2, ici, P2 unisolvant. C'est bien ça la notion d'unisolvance. Le fait que la connaissance d'un polynôme en ses sineux le détermine complètement dans toute la géométrie élémentaire considérée ici, à savoir un triangle. Qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant au niveau d'une des faces de ce triangle? On va prendre une face et puis vous allez comprendre que par symétrie, ce que l'on va conclure sur la face, par exemple, A2, A3, eh bien on conclura la même chose sur les deux autres faces, c'est pour tout de suite. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que cette unisolvance, on va dire interne à l'élément fini, dans la maille K, on veut avoir cette même propriété au niveau des faces. C'est ce qu'on appelle la sigma F comme face unisolvance. On va dire maintenant, donc, soit F, la face du triangle K, défini par, eh bien, F, c'est le segment, on va dire A2, A3, par exemple. A2, A3. D'accord? Et on va montrer maintenant qu'à partir de cette face considérée, montrons que sigma F, c'est-à-dire les nœuds considérés par cette face, c'est-à-dire A2, A2,3 et A3, est PF unisolvant. PF unisolvant. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, si vous avez compris ce que c'est l'unisolvance d'une manière, j'ai envie de dire, bidimensionnelle, parce que là, on est dans le triangle, eh bien là, on va se ramener maintenant à la même propriété qu'on va établir, cette fois-ci à une dimension, c'est-à-dire sur une face, qui est donc un segment, donc c'est à une dimension. Qu'est-ce que ça veut dire PF unisolvant? Ça veut dire que sur la face F, que j'ai appelé le segment A2, A3, eh bien, PF, c'est l'ensemble des polynômes de la forme, eh bien, AX2 plus BY2 plus CXY plus DX plus EY plus F, avec, puisqu'on est sur le segment A2, A3, avec Y qui est lié à X, par exemple, qui s'écrit alpha X plus bêta. Qu'est-ce que ça veut dire Y égale alpha X plus bêta? Ça veut dire que je spécifie qu'un point M sur cette face à Y et X qui sont liés par une fonction affine de la forme alpha X plus bêta, alpha et bêta étant connus, spécifiant la paramétrisation du segment A2, A3. Alors que lorsque vous êtes à l'intérieur du triangle K, X et Y vivent leur vie, ils sont limités pour rester à l'intérieur du triangle grand K, mais il n'y a pas de liaison entre X et Y. Dire que vous êtes sur, comment dirais-je, le segment A2, A3, ça veut dire que X et Y sont liés par une relation de cette forme-là. Autrement dit,
eh bien vous voyez que ce sont les U qui s'écrivent comment? Ça, c'est la forme générique parce qu'on est dans P de 2K. Et là, on prend leur valeur sur le segment par une relation paramétrique affine, en quelque sorte. Donc, si j'injecte cette relation affine dans la structure générale à 2 dimensions, il ne me reste qu'une écriture, évidemment, à 1 dimension, c'est-à-dire que Y est remplacé par alpha x plus bêta. Et il reste une structure de la forme A'x2 plus B'x plus C', avec A', B', C' étant des coefficients quelconques qui dépendent de A, B, C, D, E, F et de alpha et bêta. Quand je dis quelconque, ça veut dire que pour chaque polynôme de cette forme sur cette droite-là, eh bien, on a des coefficients A', B' et C' qui en résultent. Maintenant, on a de plus A', B', C' déterminés, sont complètement déterminés de manière unique en fonction de U, en fonction des valeurs de U, on va dire, des valeurs de U en A2, A2,3 et A3. Si je connais U en A2, A2,3 et A3, j'ai donc évidemment un seul polynôme du second degré en X, c'est-à-dire un seul triplet A', B', C', qui va s'ajuster pour que ma fonction petit u prenne les valeurs U2A2, U2A23 et U2A3. Autrement dit, ça veut bien dire que sigma F est PF unisolvant. Ça veut bien dire que n'importe quel polynôme de PF, c'est-à-dire un polynôme du second degré en xy avec la contrainte y égale alpha x plus bêta, donc un polynôme de cette forme du second degré, eh bien un polynôme du second degré d'une variable est bien déterminé par la valeur de ce polynôme en n'importe quel triplet de points. Ici, pas n'importe lequel, c'est 3 points. C'est ça qui nous intéresse puisque c'est la notion d'unisolvance. Eh bien oui, ce polynôme-là est bien complètement déterminé, c'est-à-dire A', B' et C' ont des valeurs uniques dès lors que l'on va connaître, qu'on se donne les valeurs de ce U en ces 3 nœuds. C'est bien ce qu'on appelle l'unisolvance sur la face A2, A3. Évidemment, pour des raisons de symétrie, ce que j'ai fait sur A2, A3, ça vaut sur A1, A2 et sur A1, A3. Qu'est-ce que cela nous permet de dire qu'on a cette unisolvance sur chacune des faces? C'est-à-dire, je le redis parce que c'est une notion nouvelle, c'est-à-dire que le polynôme de P de 2K est déterminé de manière unique à partir de ces valeurs en ces 3 nœuds. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Conséquence. Je l'écris pour terminer la séance d'aujourd'hui. Conséquence. Conséquence du fait que sigma F est PF unisolvant. Eh bien, conséquence, si vous prenez, et on l'avait fait, 2 triangles, voilà K1, voilà K2, voilà A1, voilà A1, voilà A2, voilà A3, voilà ici A4. On pourrait renuméroter différemment les nœuds, mais enfin ça ne servirait à rien entre le triangle K1 et K2. Et puis vous avez évidemment, pour chacun de ces 2 triangles, puisqu'on est en élément fini P2, vous avez ces nœuds médians, milieu de chacun des segments. Alors si je regarde, peu importe les numéros, ici j'ai fait A3, A2, qu'est-ce qui se passe? Et donc là j'ai A, 2, 3, d'accord? Eh bien, si je reprends, je vais colorer de manière différente, si je reprends ces 3 nœuds, pour le polynôme P de 2K, P de 2K1, il est complètement déterminé, c'est un polynôme du second degré en X, rappelez-vous, qui est connu en fonction de sa valeur en A3, A2,3 et A2. Très bien. Maintenant, je suis sur le triangle K2. Le polynôme de P de 2K sur le même segment est complètement déterminé en fonction des 3 mêmes valeurs. Des 3 mêmes valeurs, le plus important, c'est bien comprendre ça. Parce qu'évidemment, entre le triangle K1 et le triangle K2, le polynôme en A1,
en A3, A2,3 et en A2, il va valoir la même chose. Sinon, c'est plus une fonction, c'est même plus une application, puisqu'en un point, on a une valeur et une seule. Si vous avez en un point A2, vous avez deux valeurs différentes, c'est que vous n'avez plus une fonction, une application. Donc, à partir du moment où les trois valeurs en ces trois nœuds jaunes sont fixées pour le polynôme qui appartient à P de K1, P2 de K1, pardon, eh bien, il est complètement fixé par les trois valeurs aux trois nœuds. La même chose pour le polynôme P2 de K2. Il est complètement fixé, et donc je rajoute maintenant, et c'est le même que sa valeur polynomiale de P2 de K2, le polynôme P2 de K2, sur ce segment-là, c'est exactement le même que le polynôme qui est différent, P2 de K1 dans K1, mais qui vaut le même polynôme que P2 de K2 sur le segment mitoyen, sur le segment qui est en commun. Tout ça parce qu'on a l'unisolvance, c'est-à-dire que ces trois valeurs données, qui sont les mêmes que je vienne du triangle K1 ou du triangle K2, me définissent un et un seul polynôme qui appartient à P2 de K, que ce soit P2 de K1 ou P2 de K2. C'est un polynôme du second degré en X, rappelez-vous, d'une seule variable. Dès lors que ces trois valeurs sont connues et elles sont uniques, trois valeurs fixées uniques, on ne change pas de valeur en cours de route, eh bien les traces du polynôme de P2 de K1 sur ce segment et la trace du polynôme P2 de K2 sur le même segment, c'est la même. Autrement dit, il y a continuité entre le passage d'une maille à une autre grâce à cette propriété d'unisolvance. Autrement dit, si on cherche à construire une approximation continue, ça ne sera pas toujours le cas, il y a des problèmes discontinus. On les abordera d'ailleurs dans la suite de ce cours, dans les problèmes hyperboliques et hyperboliques non linéaires particulièrement. Et donc, lorsqu'on n'est pas dans ce cadre spécifique de discontinuité, l'approximation doit refléter autant que faire se peut les propriétés fonctionnelles de la solution d'un problème aux dérivées partielles. Si la solution exacte, on sait qu'elle est continue, eh bien, il va falloir garantir la même propriété pour l'approximation. C'est cette propriété d'unisolvance qui garantit donc cette continuité. Voilà. Eh bien, vous voyez donc, une fois que maintenant cet élément fini est bien déterminé, bien connu, j'ai envie de dire, avec une base canonique locale, il faudrait étendre cette étude locale à une étude globale, comme on l'a fait pour les éléments finis P1, rappelez-vous, et puis mettre en œuvre, par exemple, à la main, dans le cadre du carré qu'on a considéré, rappelez-vous aussi, pour mener à bien les calculs jusqu'au bout. Eh bien, ça, c'est une première mise en œuvre donc, que nous regarderons par la suite. Mais évidemment, à part les éléments finis P1 et P2, on peut se poser la généralisation de ce genre d'éléments finis. Ce sont les éléments finis de Lagrange que nous aborderons dans le prochain cours, au sein duquel eh bien, nous mettrons en œuvre les résultats généraux d'approximation et d'erreurs d'approximation qui vont permettre de statuer en quelque sorte de la qualité de ces éléments finis en fonction du degré polynomial d'approximation, 1, 2 comme nous l'avons vu jusqu'à présent, et puis d'une manière générale pour des polynômes de degré inférieur ou égal à k. Voilà, je m'arrête là. À très bientôt. Comme d'habitude, partagez, faites savoir. J'ai la chance d'avoir de nombreux retours d'un bon nombre d'entre vous pour des conseils, pour d'autres questions concernant la suite de cette chaîne qui est amenée à vivre encore bien longtemps, dans la mesure où je pourrais proposer d'autres cours. Mais pour l'instant, soyons raisonnables par rapport à ce qui m'a été demandé et je reviens sur un certain nombre de commentaires que j'ai reçus ces derniers temps. Je ne peux pas ouvrir d'autres cours pour l'instant. J'espère cet été ouvrir un cours sur les séries numériques et les séries de fonctions avec les séries de Fourier et les séries entières. Ça, c'est prévu. Peut-être aussi sur l'algèbre ou l'analyse tensorielle. Et puis, par la suite, comme je l'ai aussi annoncé, l'analyse complexe, les fonctions de la variable complexe, fonctions holomorphes, mais chaque chose en son temps. Partagez, faites plaisir et rendez service à votre entourage, à d'autres étudiants. Protégez-vous. À très bientôt.